Bonjour, ce type de sujet est là pour, euh, pour nous rappeler justement que la mondialisation, dans le thème tel que c'est traité en terminale, il propose tout un tas de problématiques possibles, de visions différentes du phénomène, et que chaque sujet peut être une manière de, de percer, on va dire, en tout cas la couche de tout ce qu'on a travaillé à travers un angle bien précis. Cette fois, c'est l'angle de l'intégration. Et cette intégration dans la mondialisation, elle est essentiellement là justement pour permettre de bien manifester les différences qu'on peut y trouver. Alors, le devoir doit montrer que la mondialisation, c'est une mise en relation progressive. Si vous voulez, vous pouvez remonter à Christophe Colomb, grande découverte, au fait que la navigation des Européens et leur recherche de liens commerciaux avec l'Asie ont amené à une première mondialisation qui s'est accélérée au 19e avec la colonisation, avec les liens économiques que les puissances européennes ont tendus avec les autres continents, et au XXe siècle avec la croissance américaine et les conflits mondiaux. Alors pour ça, il faut traiter différentes échelles. En première échelle, vous la connaissez, c'est l'échelle mondiale, l'échelle continentale, nationale. On peut passer à des stades plus locaux, mais on verra que c'est quand même pas si évident que ça. Alors, on vous demande de dégager une problématique, et donc c'est un plan qui se prête bien à une typologie. Quel type de territoire se distingue en fonction de leur intégration à la mondialisation? Là, vous savez qu'on a des territoires quand même assez spécifiques. On va rappeler la triade et on expliquera en quoi ça peut être justement quelque chose d'extensible aujourd'hui si on y inclut la Chine. On va également rappeler les pays émergents et ceux qu'on pourrait appeler les nouveaux émergents. Enfin, on va traiter des pays qu'on peut considérer comme étant en marge ou en périphérie justement de la mondialisation. On va mettre pays en marge, périphérie, et on va essayer de les nommer ceux-là, et on va s'intéresser surtout donc aux fameux PMA, les pays les moins avancés. Donc voilà, on a défini un plan, on a défini une typologie, une problématique, et on peut partir justement sur ces différentes catégories en essayant de varier les échelles pour nous permettre de répondre à la question de l'inégale intégration à la mondialisation, à ce phénomène de mise en relation en commun par le commerce mondial, mais aussi parfois par les échanges culturels, mais là on va surtout s'attacher à l'économique et aux échanges mondiaux. Donc on est face à un plan typologique, ça on peut le trouver pas mal d'exemples dessus pour que vous compreniez bien, on est face à des catégories. Donc il faut essayer d'annoncer ça de manière intéressante. Essayer de dire qu'on va s'intéresser premièrement au centre de la mondialisation, ensuite aux périphéries qu'on pourrait estimer intégrées. On verra que là il y a tout un tiers d'espaces qui peuvent rentrer dans cette catégorie. En dernier, les espaces marginalisés qui entrent peu en considération. Alors, une référence bibliographique précise sur le sujet constitue une approche convaincante. On va voir que une ou deux références est déjà pas. Alors pour rédiger votre intro, je vous ai dit, vous pouvez assez facilement utiliser une référence bibliographique que moi je vous donne forcément. Donc Laurent Carouet, qui était le président de mon jury de CAPES, il a écrit dans la géographie de la mondialisation que cette mondialisation, c'est un processus producteur de profondes inégalités. Donc avant tout un processus qui va différencier les espaces, qui va créer des inégalités et des différences entre l'espace mondial en général, enfin au sein de l'espace mondial et entre les espaces, mettons, régionaux entre eux ou nationaux entre eux. Alors, il s'agit d'une mise en relation progressive des espaces à échelle mondiale
Mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans une logique de pôle et de flux, que donc les flux sont importants dans cette mise en relation, et ces flux ne sont pas égaux. Ensuite, il est relativement simple de construire la problématique. On tentera de répondre à la question quel type de territoire peut-on distinguer selon leur intégration justement à la mondialisation? Et on présentera les centres, les périphéries et les territoires totalement en marge. Donc là, on est face à des typologies simples que vous comprenez bien. Et on arrive justement à parler des centres de la mondialisation. Les fameux centres de la mondialisation sont les pôles de la triade. Ceux qu'on a vus, États-Unis, Union européenne, Asie orientale, on pourrait dire ALENA plus qu'États-Unis, d'accord? C'est aussi les périphéries américaines intégrées, Mexique, Canada, qui constituent des pôles, mais le Canada est facilement inclus dans la triade, si on le veut aussi. Exclure le Canada n'est pas forcément quelque chose de très correct. Ici, si vous prenez la carte, bon, bah, le Canada, c'est une espèce d'état suiviste ou suiveur qui va se retrouver exclu de nos pôles de la triade, mais si on prend le G8 et les diverses réunions internationales, le Canada est totalement intégré et parfois il suit des chemins assez différents des États-Unis. Là, l'Union européenne, oui, mais vous voyez que certains États de l'Union européenne, comme la Scandinavie, n'ont pas été inclus. Alors ça peut être un choix assez spécial, mais bon, on va quand même rester plus sur cette idée Amérique du Nord, Union européenne et Asie orientale, où là on inclut Japon et Corée, et vous voyez la Chine qui est incluse ici sur cette carte. Alors ça implique pas mal de choses, mais surtout que si vous voulez apporter de la nuance et puis ne pas faire comme beaucoup de cartes, essayez d'expliquer que la Chine côtière est un maillon essentiel de la mondialisation aujourd'hui, que les principaux ports de conteneurs dans le monde sont situés sur cette Chine côtière, à Shanghai, à Shenzhen, à Hong Kong, à Tianjin, à Qingdao. Donc tous ces grands ports mondiaux sont des centres d'impulsion de la mondialisation. De même que toute la grande région de Canton, Hong Kong, Shenzhen est un peu l'atelier du monde, mais aussi un endroit où on fait de plus en plus de recherche technologique. Mais on verra qu'on peut nuancer sur la différence entre Chine côtière et Chine intérieure, qui est aussi une manière justement d'apporter de la nuance à votre devoir. Donc on replace la carte par ici. Vous êtes obligé aussi de donner des informations factuelles et chiffrées. D'accord? La triade, c'est seulement 12% de la population mondiale si on n'inclut pas la Chine côtière. Si on inclut la Chine côtière, on est quasiment à du 18-20% de la population mondiale. Mais cette triade, elle réalise 70% du PIB mondial et 80% du commerce. Alors elle a on va dire une fonction centrale dans la mondialisation et dans l'économie mondiale. Elle concentre la majeure partie des firmes transnationales et la Chine d'ailleurs est un pays où la multiplication des firmes transnationales montre son importance et sa croissance. Deuxième point, la question des métropoles mondiales qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup étudier, qui est important de rappeler. Les grandes métropoles mondiales sont les principales villes de la triade. New York, Londres, Paris. Ensuite, on pourrait éventuellement parler de Séoul, éventuellement, qui est devenue une ville relativement importante, notamment en matière de technologie. De Shanghai, de Pékin, de Hong Kong, et qui sont des métropoles aujourd'hui de la mondialisation qui sont importantes dans l'ensemble de ces flux, ou de Chicago et Los Angeles qui ont chacune leur importance pour des choses assez variées. Los Angeles dans les médias, la communication, le cinéma, la culture, et Chicago plus dans tout ce qui est agricole, agriculture et milieu financier. Bref, il faut rappeler que ces métropoles mondiales, elles cumulent tout un tas de vertus et de choses qui font qu'elles appartiennent à l'archipel métropolitain mondial, l'AMM, qui désigne l'ensemble des métropoles mondiales interconnectées, notamment grâce au réseau. Elles ont des sièges de firmes transnationales, mais aussi des bourses et des sièges d'institutions internationales. C'est pour ça qu'ici, je vous ai un peu situé justement l'archipel mondial des lieux de pouvoir.
Et là, pour vous rappeler que on a là aussi une notion de centre et périphérie. On a les lieux de pouvoir qui sont liés à la politique avec leur réseau politique. Alors, on pourrait dire le FMI, les institutions de l'ONU, l'Union européenne, la Banque mondiale par certains aspects, et le réseau central du pouvoir, il est autour de Washington, New York, Londres, Paris, Berlin, Tokyo, Séoul. Et Pékin, quand même, là on ne peut pas minorer l'importance de Pékin aujourd'hui au niveau mondial. Donc on a cet archipel, ensuite on vous marque bien des pôles secondaires. Pôles secondaires qui vont concerner essentiellement des villes du sud, mais aussi des métropoles comme Los Angeles qui ont moins de fonctions économiques et politiques centrales. Donc il y a aussi cette logique dans l'archipel mondial des lieux de pouvoir qui soient économiques ou politiques, qu'on a une hiérarchie centralisée autour de Washington, New York, Londres, Paris, Berlin, Tokyo, Pékin qui là mériterait d'y être bien plus, et un ensemble de lieux de pouvoir plus diffus dans les grandes villes du sud, São Paulo, Buenos Aires, Johannesburg, donc les grandes villes aussi des pays émergents. Et puis les grandes villes indiennes aussi qui sont en train de constituer un réseau, et des villes plus périphériques comme les deux grandes villes d'Australie, Sydney et Melbourne. Donc là, on a aussi la possibilité de matérialiser cette idée d'archipel métropolitain mondial avec des faits bien définis. Alors de même, on a cette idée que cet archipel métropolitain structure les lieux de transport, les nœuds de communication aériens et portuaires à l'échelle mondiale. On a un réseau qui est constitué de grands aéroports mondiaux et internationaux, Paris, Londres, New York, Tokyo, qui est aussi très dense. De même, les ports permettent l'interconnexion. Et c'est là que les espaces maritimes peuvent être remises dans plusieurs compositions sur la mondialisation en général, à travers les grandes façades maritimes. Alors, vous avez 3 grandes façades maritimes. L'Asie orientale, du Japon à Singapour, celle qu'on appelle Northern Range, qui est d'une certaine manière de Anvers à Rotterdam en passant par Hambourg, qui est celle de la mer du Nord et de l'Europe du Nord, et la côte est de l'Amérique du Nord, qui est une interface majeure. On pourrait également rajouter aujourd'hui la côte ouest, parce que les ports de la côte ouest sont en train de croître bien plus vite, parce qu'ils font face à la Chine. Alors, ce sont des interfaces importantes. Houston est une ville importante pour le pétrole aussi, c'est pour ça qu'elle a été soulignée ici, mais c'est vrai que, on va le voir, ce sont surtout d'autres choses qu'on peut souligner. Alors ici, si on reprend la carte pour que vous l'ayez bien en tête, on a des seuils, si vous vous souvenez, ces seuils qui permettent les passages stratégiques, qu'on a vu plusieurs fois. On a les routes maritimes en tout cas que certains espèrent ouvrir dans l'Arctique. Ça, on peut passer, les routes maritimes principales, et nos fameuses façades. Alors, nos fameuses façades maritimes, elles sont essentiellement situées ici, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Allemagne. Une immense façade, là, bien plus grande, qui montre que l'Asie est en train de se constituer en pôle économique majeur par rapport au reste du monde, avec toute la côte chinoise, la Malaisie et Singapour, le Japon et la Corée, où là on a vraiment les ports les plus actifs du monde et les zones industrielles, certainement les régions industrielles les plus actives. Même chose pour la côte est des États-Unis, avec les ports de New York, Newark, Philadelphie, mais là, la côte ouest a été oubliée parce que les ports de Los Angeles, de Long Beach et de Seattle sont ceux qui sont en forte croissance dans le trafic de containers. On peut toujours critiquer les documents, mais là l'idée c'était surtout rappeler l'importance des interfaces maritimes dans cette triade, des façades maritimes qui permettent les échanges et autres. Donc, autre chose, le grand 2, on est obligé de passer aux périphériques qui sont intégrés à ce phénomène de mondialisation. Vous pouvez forcément rappeler les BRICS. La part croissante des BRICS, surtout la Chine dans le commerce mondial, là à l'époque c'était
ça avait été marqué environ 15%. Aujourd'hui, c'est, en prenant la Chine, beaucoup plus. Mais la Chine pèse énormément dans ces BRICS. C'est pour ça que situer la Chine, ça devient extrêmement complexe parce que la Chine est vraiment devenue un maillon essentiel des échanges internationaux, notamment avec l'Europe et l'Amérique du Nord. En même temps, ce n'est pas un pays voilà, totalement développé comme le Japon ou la Corée, mais il pèse tellement dans l'économie mondiale par rapport aux autres BRICS, hein, le PIB de la Chine, c'est au moins 5 fois celui de la Russie aujourd'hui, et par rapport au Brésil, oui, c'est dans cet ordre d'idée-là, c'est au moins 6 ou 7 fois le Brésil. Donc on a affaire à un pays émergent quand même très différent. Autre point dont on a peu parlé, ce sont les autres puissances émergentes, les nouveaux émergents, Mexique, Turquie, Nigeria, Indonésie, et les pays du Golfe qui sont des maillons aujourd'hui essentiels de la mondialisation. Alors à travers les hydrocarbures, mais aussi les médias, hein, comme les Qataris l'ont prouvé en France, ou le tourisme de luxe avec la ville de Dubaï. Bref, on a tout un tas de phénomènes qu'on peut inclure dans cette deuxième partie sur des périphéries intégrées, des périphéries qui se développent très rapidement. Alors, je souhaitais vous remettre le schéma justement de cette inégale intégration à la mondialisation, ce qui vous vend déjà la troisième partie avec les pays, les PMA, les pays les moins avancés, mais ici on a un schéma simple à reproduire. Les pôles de la triade, où là, dans ce schéma-ci, il manque la Chine. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est accroître comme ça votre bulle et expliquer dans le développement pourquoi la Chine côtière est totalement intégrée. On a un PIB en PPA par habitant qui est devenu très important en Chine côtière. On a beaucoup de provinces qui sont autour de 30 000 $ de PIB PPA par habitant. Donc, des chiffres comparables au Portugal ou à la Pologne. C'est-à-dire que c'est une périphérie en fort développement et qui n'est plus vraiment on va dire, à la traîne des pays de la triade, mais qui est en train de bien s'y greffer. Vous pouvez ensuite, dans ce schéma du monde, sans forcément reproduire la limite nord-sud, qui est de moins en moins importante, faire figurer vos BRICS, Afrique du Sud, Inde, la Chine éventuellement expliquée, et la Russie, là, qui a été oubliée. Alors la Russie, on peut quand même la considérer comme une périphérie économique de l'Union européenne, même si elle se tourne de plus en plus vers la Chine et de plus en plus vers l'Asie centrale, ça reste quand même un État qui est très dépendant de la demande européenne en matière de gaz, d'hydrocarbures et de minerais ou de choses comme ça. Donc si le Brésil est devenu très dépendant de la Chine, la Russie, elle est devenue très dépendante de l'Union européenne. Alors de même, pour travailler à une autre échelle que celle qu'on vient de voir, qui est celle des grands pays, des puissances émergentes et des nouveaux émergents, vous avez également la possibilité d'aborder les nouvelles métropoles mondiales qui se sont greffées à cet archipel métropolitain mondial. Ici, les grandes villes des pays émergents, São Paulo, Johannesburg, Mumbai, Shanghai. Alors Shanghai étant une ville un peu à part aussi parce que un des pôles actuels de la mondialisation avec son port qui est devenu le plus grand port mondial. Un quartier d'affaires très important qui est Pudong aussi à Shanghai. Donc des métropoles aussi qui s'imposent comme des concurrentes et des rivales. Ici, São Paulo, pour vous donner une idée et une échelle, qui est une espèce de forêt de gratte-ciel qui ressemble d'ailleurs par certains aspects à Tokyo, qui s'étale dans toutes les directions sur 20-25 km comme ceci. Alors après, l'agglomération, elle est très vaste, peut-être de l'ordre de 5 à 6 000 km², la taille d'un département français pour l'agglomération de São Paulo, et une région urbaine, celle de São Paulo, qui fait facilement la taille de la Belgique avec une trentaine de millions d'habitants. Donc des régions quand même très vastes, des pôles industriels et de populations qui se développent très vite. Et ici, Shanghai, qui est devenu vraiment un des pôles financiers mondiaux qui se marque notamment par la construction de tours toujours plus hautes, celles-ci faisant plus de 600 mètres. Donc
Une volonté aussi de rivaliser avec les pôles de la triade comme New York, qui n'a pas construit de tours aussi impressionnantes et aussi grandes, ce qu'on retrouve aussi un petit peu à Dubaï par certains aspects, avec la Burj Khalifa. Une volonté de ces pôles périphériques de montrer leur puissance par, on va dire, divers artifices comme celle de très grandes tours. À une échelle plus petite, vous avez également la possibilité de citer les paradis fiscaux, qui sont souvent des îles, donc comme ça on peut le rapprocher aussi de cette idée d'espace maritime quand même spécifique, hein. L'insularité, ça permet d'avoir de petits États qui ont des réglementations très lâches et qui peuvent recevoir justement de l'argent sans trop vérifier d'où il vient. Alors les îles Caïmans, c'est quand même un paradis fiscal qui a été mis en place essentiellement pour les multinationales américaines. Donc là, il y a aussi des jeux doubles des États de la triade qui ont organisé aussi parfois leur propre évasion fiscale, ce qui est quand même étrange pour nous. Mais on est obligé de rappeler aussi que l'argent sale, les trafics, ça fait partie de la mondialisation et les paradis fiscaux sont quand même inclus dans les flux financiers très importants du crime, mais aussi des trafics, comme aussi de l'évasion fiscale, qui font partie justement des flux financiers mondiaux et qui font partie de cette mondialisation en cours. Ça nous amène à la dernière partie sur les périphéries vraiment marginalisées, les États qui sont les moins impliqués dans le processus de mondialisation, qui nous renvoient à la notion de pays les moins avancés. Ceux qui ont les IDH les plus faibles, les revenus par habitant les plus faibles, le plus de problèmes sociaux, de mortalité infantile, des taux d'alphabétisation encore bas et des taux de fécondité encore élevés. Quand on peut cumuler les facteurs pour les définir, on les retrouve essentiellement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Alors sur la carte, ça veut dire que on observe assez rapidement que ça concerne une bonne partie de l'Afrique. Vous ne pouvez pas vous tromper de toute façon si vous incluez une bonne partie de l'Afrique. On peut voir aussi que certains pays, notamment ceux d'Afrique australe, sont moins concernés. La Namibie, l'Afrique du Sud, moins concernés. Le Kenya est pas trop concerné. Le Congo, le Gabon, le Cameroun, le Nigeria. Et la Côte d'Ivoire et le Ghana sont des États qui sont en train de se développer et qui sont un peu les moteurs économiques de l'Afrique. Alors, on a également Haïti ici qu'on ne peut oublier, qui est vraiment un État qui a des retards de développement considérables dans la région, à cause de tout un tas de facteurs. Alors, la Bolivie, le Paraguay sont des États relativement moins dynamiques et moins développés, mais par certains aspects, ils ont rattrapé, notamment dans les revenus par habitant, un peu la moyenne de leur région. Alors, on a également l'Afghanistan, pays en guerre depuis 40 ans, et un certain nombre de pays d'Asie du Sud, qui sont pour certains à l'écart pour des raisons politiques ou autres. Alors on a le Népal, hein, qui est un pays enclavé dans l'Himalaya, mais qui est un pays aussi touristique. Le Bangladesh, qui est un pays essentiellement très dominé dans la mondialisation parce qu'il sert d'atelier textile pour le monde occidental et pour l'Asie. La Birmanie, ici, Myanmar, parce que c'est une junte militaire. Et encore le Laos et le Cambodge, ce sont des États dont le développement économique a pris du retard à cause aussi de régimes politiques très fermés. Vous voyez, ça fait plein de raisons différentes d'entrer dans des catégories de pays moins avancés, mais là on a une catégorie de pays et d'espaces dans le monde qui sont assez faciles à situer. Alors, c'est pour ça qu'on peut aussi parler des facteurs qui expliquent justement leur exclusion ou leur caractère périphérique. L'instabilité politique, la dépendance économique, d'accord, le fait qu'on ait besoin de l'aide internationale, le fait qu'on ait besoin des sociétés étrangères pour exploiter justement les ressources, et ça n'enrichit certainement pas le pays. Et toujours dans cette logique d'espace maritime, l'enclavement géographique, hein, le Niger, le Tchad, qu'on aperçoit encore par ici. Et on est au centre de l'Afrique, on a très peu de débouchés maritimes, on est dans des pays qui sont loin des grands réseaux de commerce mondiaux et des grands flux. Alors à l'échelle de pays, on a aussi les régions marginales.
marginalisées là en l'occurrence, et la Chine nous permet de discuter un petit peu de ça. Si vous souhaitez présenter justement la différence qu'il peut y avoir en Chine entre Chine côtière bien intégrée à la triade, ici on va inclure le Japon, la Corée, et le reste de la Chine, alors, vous pouvez retenir en tête cette petite carte, comme vous pouvez tenter un schéma, mais l'idée c'est bien ça. On a une Chine littorale qui est totalement intégrée en forte croissance, avec les grands ports. Ici, vous avez aussi les zones franches où sont installées les industries étrangères, les entreprises taïwanaises, coréennes, japonaises et européennes. Les grands ports ici, comme celui de Shanghai, Tianjin, Hong Kong, les façades maritimes, qui font que cette Chine est très différente de la Chine de l'intérieur, où là on peut parler plus d'espaces en retrait. Des espaces en retrait qui sont, et ça on l'étudiera dans le cadre du chapitre sur l'Asie. Mais ces espaces en retrait, si on revient un petit peu dans l'esprit, ils sont aussi pourvoyeurs de main-d'œuvre. D'accord, ils vont envoyer de la main-d'œuvre. On a des produits manufacturés, des choses qui viennent quand même de ces régions aujourd'hui, hein, de l'intérieur de la Chine, où on installe de plus en plus d'industries. Mais ce sont des parties dominées par justement toute la frange côtière ici qui va de Hong Kong, Shenzhen à Pékin, qui sont les centres de décision économique de la Chine. Là, on a bien 2 ou 3 Chines. La Chine côtière très dynamique et intégrée à la triade, qui est même plus qu'intégrée comme les pays émergents classiques. Et donc cette différence entre les deux que vous pouvez signifier pour les régions en marge. Les régions marginales, là, à l'intérieur de la Chine, c'est quand même au moins 400 millions d'habitants et des régions qui sont parfois très à l'écart. Alors les régions intérieures, là je vous ai mis le Xinjiang et le Tibet, ce sont en plus des régions qui ne sont pas à majorité chinoise. D'accord, des Tibétains d'un côté, des musulmans ouïghours de l'autre. Alors, chose que j'avais choisi de retirer à la base et puis dont on peut quand même parler, vous pouvez tenter, si vous avez le temps, c'est essentiellement pour ça que je l'ai retiré, de parler des régions marginalisées, donc l'intérieur de la Chine. Vous pouvez également parler de l'intérieur du Brésil, comme de la Sibérie par rapport à la Russie européenne et Moscou. Mais vous pouvez également placer une troisième sous-partie sur les quartiers défavorisés des grandes métropoles. Ici, on a le quartier de Dharavi à Mumbai. Vous avez une délimitation assez nette entre les immeubles des classes moyennes et les immeubles des anciens bidonvilles qui sont marginalisés. Alors, je vous dis, vous pouvez le faire, mais ça peut également être nuancé en termes géographiques et sociologiques. Dans la mesure où ces quartiers, ils sont quand même très intégrés à la mondialisation, dans le sens où ils vont envoyer dans les quartiers centraux les employés qui vont ouvrir les portes, qui vont faire le ménage, qui vont travailler dans les usines, qui sont au cœur de la mondialisation. Donc, opérer ce type de distinction, ce serait comme dire la Seine-Saint-Denis, c'est moins intégré que la Défense à la mondialisation. Or, en Seine-Saint-Denis, vous avez quand même Roissy, et vous avez quand même énormément de gens des cités de Seine-Saint-Denis qui travaillent à Roissy, ou qui travaillent justement dans le centre de Paris. Donc c'est pas évident, mais vous pouvez quand même rappeler qu'il y a des espaces marginalisés aussi au sein des grandes villes et des espaces métropolitains mondiaux. Alors tout ça pour arriver à la conclusion où justement on doit rappeler qu'on distingue 3 types d'espaces selon leur degré d'intégration et on peut éventuellement terminer sur cette idée que la fragmentation territoriale, la fameuse fragmentation socio-spatiale, est une critique formulée par les altermondialistes sur la mondialisation telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, parce que la mondialisation produit des différenciations et des ruptures et des fractures qui occasionnent des inégalités, mais aussi une forme d'instabilité et de rejet de ces processus. C'est-à-dire que quand vous produisez beaucoup de pauvreté et beaucoup de différences sociales, on a une mondialisation qui produit quand même des chocs et des tensions et des conflits au sein des villes et au sein des pays, et au sein des grandes régions du monde. On pourrait le voir en Union européenne entre les pays
du nord de l'Europe qui ont plutôt bien résisté à la crise, et puis la Grèce, le sud de l'Italie et l'Espagne qui ont été durement frappés. On a des tensions comme ça qui se créent au niveau politique, qu'on peut retrouver aussi parfois dans les grandes villes. Alors voilà, j'espère que toute cette discussion, elle vous aidera quand même à réfléchir sur la constitution d'une bonne composition sur le sujet, et vous permettra d'illustrer à travers divers petits schémas la composition sur l'inégale intégration à la mondialisation.